Il est indéniable que les phénomènes sismiques, les éruptions volcaniques possibles et, surtout, les inondations constituent des menaces imminentes, car les événements naturels de toute nature ont tendance à être suivis par des inondations, qui sont les plus dévastatrices en termes d'impact. Les États-Unis traversent sans aucun doute une période de transformation profonde dans sa trajectoire historique. Salutations à tous les présents. Merci pour votre attention à cet espace de réflexion. Je suis le Dr Lina Rodriguez, sociologue australien avec un acteur consolidé dans le monde universitaire, en parallèle, avec une trajectoire de plusieurs années sur la plateforme numérique, où j'ai développé des analyses sur des souvenirs de vie passée, que je vais aborder aujourd'hui par le biais de rapports personnels. Pendant mon enfance, une époque où, comme de nombreux enfants de cette génération, nous avons joué une plus grande liberté d'explorer l'environnement, d'observer le ciel ou de grimper des arbres, établit un lien intuitif avec les forces de la nature, en particulier en contact avec les forêts et l'océan. Bien qu'il n'y ait pas eu de dénomination spécifique pour cette expérience, c'était un sentiment profond et constant. Cependant, l'épisode qui a marqué ma perception de la présence de guides spirituels s'est produit vers 13 ans, dans un contexte apparemment banal, mes départs de patinage nocturne, autorisés par les parents uniquement le samedi, depuis son retour accompagné d'un couple connu de la famille. Pendant environ 6 mois, j'ai suivi cette routine, je suis qualifiée, je suis revenue avec le couple et, à mon arrivée, mes parents dormaient déjà. Jusqu'à ce que, une de ces nuits, alors que je me préparais à monter dans le véhicule, j'ai ressenti une force physique pour me retirer de la voiture. Malgré les demandes insistantes du couple à monter à bord, une intuition incontestable m'a empêché de continuer. Ne sachant pas comment justifier mon refus, et craignant les conséquences, j'ai affirmé avoir oublié quelque chose et demandé à un autre couple présent sur le site. En arrivant à la maison, je suis tombée sur ma mère contenue et visiblement agitée, parcourant la pièce avec des expressions de soulagement comme je me vois. Votre première phrase a été « Dieu merci, vous n'êtes pas entré dans cette voiture ». Intriguée, j'ai demandé comment elle savait, et elle a révélé que le véhicule avait eu un grave accident. Dans une petite ville, où l'information circule facilement, la confirmation est venue par téléphone. La voiture s'était classée violemment, et le dos, exactement où j'étais assis, avait été détruit. Les 2 occupants ont survécu, mais avec des séquelles faciales permanentes. Cet épisode a marqué un point d'inflexion dans ma vie. De là, j'ai commencé à reconnaître plus clairement la présence d'entités de protection, avec laquelle j'ai établi un dialogue plus fréquent et conscient. En ce qui concerne l'avenir de l'humanité, l'un des plus grands défis réside dans la conception linéaire du temps historique, qui conduit beaucoup à interpréter le présent comme une succession prévisible d'événements. Nous vivons cependant un moment de troubles intenses, dans lesquels l'incertitude de demain génère une angoisse et une désorientation. Il n'est pas nécessaire de recourir à des dons surnaturels pour anticiper que, dans les années à venir, nous assisterons aux transformations géologiques et climatiques d'une grande ampleur. Ces phénomènes ne sont pas aléatoires, ils suivent les cycles naturels aggravés par l'exploration prédatrice de la planète. Prenons comme exemple la technique de la fracturation hydraulique, fracturation, une pratique largement adoptée dans des pays comme l'Australie, mon pays d'origine, où l'exploitation minière est un pilier économique. Cette méthode, qui implique des détonations souterraines en profondeur, compromet les eaux souterraines, mettant en danger l'approvisionnement en eau essentielle de l'agriculture et d'autres secteurs. Il s'agit d'un paradigme typique des sociétés occidentales, un problème immédiat est résolu sans évaluer les répercussions systémiques à long terme. Ainsi, bien que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques soient possibles, les inondations émergent comme la conséquence la plus probable et la plus dévastatrice de tout déséquilibre environnemental. Ceux qui cultivent une relation sensible avec la nature reçoivent souvent des signes précurseurs de ces événements. Le défi ne réside pas à la prévention de ces occurrences, ce qui serait impossible mais de développer la perception nécessaire pour anticiper et adopter des mesures de protection. Offrant l'attention vers les États-Unis, une nation dont l'impact mondial est incontestable, il est observé que le pays a une période sans précédent de crise institutionnelle. Les analystes historiques de l'astrologie, par exemple, associent cette période au retour de Pluton, un cycle d'environ 240 ans qui fait référence à la Révolution américaine. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un expert sur le sujet, je suis les interprétations qui indiquent une phase de rupture profonde.
Les États-Unis ont atteint un stade critique de distanciation des principes naturels et de la cohésion sociale. Dans de grandes métropoles et des sphères politiques, une culture d'agressivité et mal à l'aise avec le bien commun prédomine. Des chiffres comme l'ancien président Donald Trump often décrit par son immaturité émotionnelle et sa conduite autoritaire symbolisent cette dégénérescence. Malgré ses attitudes de division et son discours infantile, une partie importante de la population lui donne toujours une légitimité, lui permettant de conduire le pays vers un modèle autocratique. Dans ce contexte, la sous-estimation du pouvoir de la mobilisation populaire serait une grave erreur. Il est compréhensible que de nombreux citoyens craignent les représailles ou l'imposition de mesures extrêmes, telles que la loi martiale. Cependant, l'histoire démontre que la force collective émerge lorsque les individus ne parviennent pas à déléguer leur autonomie à des dirigeants indignes. L'union autour des valeurs démocratiques fondamentales, même parmi celles qui diffèrent dans d'autres aspects, est le seul moyen de préserver l'intégrité institutionnelle du pays. Cette réflexion nous amène à la dichotomie entre l'individualisme et l'action collective, une tension particulièrement évidente aux États-Unis. Bien que dans la vie quotidienne, beaucoup se réfèrent toujours au pays comme « l'Amérique », un terme qui englobe techniquement tout le continent, cette généralisation révèle une perspective centrée sur elle-même, qui néglige souvent la diversité et les réalités d'autres nations américaines. Cette critique de l'appropriation aveugle du terme « Amérique » reflète un rejet plus profond de récits historiques simplifiés qui obscurcissent les origines violentes et la construction collective des États-Unis. La nation, dans sa configuration moderne, a émergé d'un processus d'expropriation territoriale des peuples autochtones, suivi de l'exploitation systématique du travail des esclaves et des immigrants, irlandais, polonais, italiens, chinois, entre autres groupes marginalisés. Cette base matérielle, souvent éclipsée par des mythes fondamentaux qui viennent des figures telles que Carnegie ou Morgan en tant que constructeurs de la nation, révèle une distorsion délibérée de l'histoire. En fait, ce sont les mains de ces travailleurs soumis qui ont soulevé les infrastructures physiques et économiques du pays. Le refus de reconnaître cette dette historique non seulement perpétue les injustices, mais alimente également les fractures sociales contemporaines, dont le résultat reste incertain. L'unité nationale sera conservée à travers un projet de réinvention collective, où la polarisation entre les États riches et pauvres, le « blues » et les « rouges », approfondira les inégalités entre un point de rupture. Dans ce contexte, il est impératif de se rappeler que l'hégémonie mondiale des États-Unis, bien que souvent naturalisée, est un phénomène récent et éphémère dans la longue durée historique. Son statut de superpuissance, consolidé il y a moins d'un siècle, a déjà montré des signes d'érosion accélérée. L'administration Trump, avec son unilatéralisme agressif, a accéléré un processus d'isolement international qui se manifeste dans les avertissements de voyage émis par les nations alliées, y compris l'Australie, en raison d'un traitement hostile rejeté aux étrangers dans les stations frontalières. Cette détérioration de l'image américaine coïncide avec la montée en puissance des alternatives géopolitiques, telles que le bloc BRIC, qui rassemble désormais 27 pays dans un réseau de coopération économique et commerciale. La déstabilisation du dollar, la monnaie dominante pour une période relativement brève et l'expansion de l'influence chinoise, par le biais de stratégies de puissance soft qui combinent les investissements dans les infrastructures avec contrôle des ressources stratégiques, suggèrent une reconfiguration imminente de l'ordre mondial. La question centrale réside donc dans la capacité des États-Unis à promouvoir une transformation interne qui concilie son modèle économique avec des principes d'équité. Le système capitaliste de sa version américaine, marqué par l'idolâtration de la richesse comme indicateur du mérite et de la précarité du travail, contraste avec les modèles sociodémocrates tels que les Scandinaves dans lesquels la prospérité individuelle ne fait pas sauver des droits du travail robustes, de la fiscalité progressiste et des services publics universels. Alors que dans cette dernière, la logique est le premier bien-être collectif, puis le profit, le capitalisme américain inverse cette équation, priorisant l'accumulation privée au détriment de la cohésion sociale. Cette asymétrie est non seulement économique, mais morale, réduit le tissu social aux transactions utilitaires, l'atrophie, comme le suggère métaphoriquement, la dimension empathique, le chakra du cœur, des relations humaines. Néanmoins, les raisons persistent pour un optimisme prudent. L'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants du Parti démocrate, représentée par des personnalités telles que Jasmine Crockett, Texas, ou Eric Swalwell, signale la possibilité d'un renouvellement politique ancré dans les valeurs de la justice sociale et du pragmatisme.
Pour que le parti survive et remplisse son rôle historique, cependant, il sera nécessaire de donner de l'espace aux jeunes, dont les perspectives ne sont pas liées au paradigme en faillite du passé. Aux anciens, et ici je m'inclus, c'est à la hauteur du rôle des mentors, pas des détenteurs de puissance. Après tout, les générations précédentes ont montré l'incapacité à résoudre les crises existentielles telles que l'urgence climatique ou les cycles de violence géopolitique. L'alternative est claire, soit les États-Unis se réinventent, s'intégrant à un monde multipolaire en hausse, soit aideront sa propre non-pertinence. Dans ce scénario, le déplacement de l'axe du pouvoir à l'Asie, a longtemps annoncé le « siècle asiatique », gagne des contours de plus en plus concrets. La vitalité économique et culturelle de l'Asie du Sud-Est, associée à la résilience des sociétés du Pacifique, offre un modèle de développement alternatif basé sur la logique communautaire qui remet en question l'individualisme occidental. Mon expérience de 4 décennies dans la vie avec les peuples polynésiens, dont les structures familiales et les conceptions de la temporalité diffèrent radicalement de l'Occident, renforce l'idée que d'autres formes d'organisation sociale sont non seulement viables, mais elles peuvent être plus durables. Cette diversité de perspectives, si elle est correctement valorisée, pourrait inspirer les États-Unis à transcender leurs contradictions internes et à redéfinir leur place dans le monde. L'une des sources d'anxiété contemporaine réside précisément dans la conception linéaire et fragmentée du temps, caractéristique des sociétés occidentales. Alors que la tradition autochtone et la Polynésie comprennent la temporalité en tant que cercle concentrique, dans lesquels le passé, le présent et le futur coexistent dans une relation dynamique et accessible, le paradigme occidental impose un récit de progrès irrévocable, dans lequel hier s'estompe et demain se présente comme une menace latente. Cette vision linéaire génère non seulement une angoisse existentielle, mais se reflète dans le langage lui-même, des expressions telles que « perdre du temps » ou « gagner du temps » révèlent un état d'esprit rare, dans lequel le temps est une ressource à gérer, et non un flux organique dans lequel l'humanité est immergée. Prenons comme exemple le Maori, pour qui l'arrivée à Aotearoa, Nouvelle-Zélande, n'est pas un événement historique lointain, mais une réalité vivante, liée au présent à travers les mythes ancestraux et les liens généalogiques. Dans ce contexte, les descendants ne sont pas de simples héritiers d'un héritage, mais des participants actifs dans un récit continu, dans lequel les actions d'aujourd'hui résonnent dans le passé et pour l'avenir. Cette perspective cyclique contraste radicalement avec l'obsession occidentale de l'urgence et de la productivité immédiate, qui nourrit un état permanent d'agitation, la croyance que si nous n'agissons pas maintenant, l'avenir sera inévitablement pire. Cette réflexion mène à une question plus large sur le sort de l'humanité. En analysant la trajectoire collective, que ce soit dans une perspective spirituelle, historique ou culturelle, nous réalisons que les cycles se répètent, non pas comme une simple reproduction, mais comme des spirales qui reprennent les modèles dans de nouveaux contextes. Certains aspects de l'existence étaient plus équilibrés un siècle ou un millénaire, d'autres, plus précaires. L'essentiel, cependant, est de reconnaître que nous faisons partie d'un continuum, dans lequel chaque acte de générosité, chaque geste de solidarité, produit des vagues qui se propagent bien au-delà de notre portée immédiate. L'énergie que nous avons émanée, soit par compassion, de l'ouverture à l'autre, soit la préservation des liens communautaires, ne se dissipe pas, mais s'intègre dans un tissu plus grand, influençant, bien que imperceptiblement, le cours de l'histoire collective. N'est-ce Et le sens, le défi contemporain réside dans l'élargissement de la conscience spirituelle sans perdre de vue notre insertion dans son ensemble. Alors que les sociétés anglo-saxons, et, en particulier, l'individualisme exaltable de modèle occidental en tant que valeur suprême, encourageant la concurrence, l'autosuffisance et l'accumulation, cette logique s'avère insuffisable à long terme. Ce n'est pas un échec accidentel, mais une expérience sociale dont les limites sont de plus en plus évidentes. Une analyse sociologique de cette trajectoire révèle que l'atomisation de la vie moderne est un phénomène récent. Jusqu'au milieu du siècle, l'organisation familiale et communautaire radicalement différente du modèle nucléaire actuel. Dans les générations de mes grands-parents, par exemple, les maisons abritaient plusieurs générations, les enfants, les adultes, les personnes âgées et même les parturiers partagent le même espace, tissant un réseau de soutien mutuel qui transcende la notion de confidentialité individuelle. La prospérité d'après-guerre a cependant introduit l'illusion que le bonheur vivrait en possession exclusive d'une maison, des biens matériels, une destination personnelle du collectif. Ce processus de fragmentation a été coûteux, l'érosion des liens communautaires, avec eux,
la capacité de partager. L'être humain, en substance, est un animal grégaire dont la survie et la floraison dépendent de la coopération et de la protection mutuelle. Cependant, les métropoles modernes, avec leurs millions d'habitants anonymes, ont renversé cette nature. Nous vivons côte à côte avec des centaines de personnes dans des bâtiments résidentiels, sans même connaître leur nom. L'idéal du « bon voisin » est devenu l'absence d'inconfort, l'invisibilité réciproque. Cet isolement, à son tour, érode non seulement la santé mentale, mais aussi la capacité de nous reconnaître comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Lorsque nous nous déconnectons de l'autre, une partie de notre atrophie de l'humanité, et cette blessure interne nous empêche d'accéder aux énergies cosmiques qui nous entourent, ces mêmes forces que, dans les sociétés traditionnelles, sont canalisées à travers des rituels, des récits partagés et des pratiques de réciprocité. Il est compréhensible que beaucoup déclarent préférer la solitude, invoquant la liberté et l'autonomie qu'elle fournit. Il ne s'agit pas d'invalider ce choix, mais de reconnaître son prix caché. La vraie question réside dans la façon dont nous nous engageons, ou ne nous engageons pas, avec les communautés auxquelles nous appartenons, même indirectement. L'acte de partage, dans ses multiples dimensions, n'est pas un simple geste pragmatique, mais un portail pour comprendre notre position dans l'univers. Ce n'est que lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, lorsque nous reconnaissons notre interdépendance que nous ouvrons la voie à une conscience élargie, capable de transcender les limites de l'ego individuel. À une époque où les réponses collectives des crises mondiales écologiques, politiques et existentielles, il devient urgent de sauver cette dimension communautaire. Pas comme une nostalgie romantique pour le passé, mais comme un acte de résistance et de réinvention. L'humanité a déjà démontré, au cours des millénaires, qu'elle est capable de vivre différemment. C'est à nous de décider de perpétuer une expérience qui nous isole ou nous échangerons des formes d'existence qui nous reconnectent, et le cosmos.